e-citizen, c'est un front office, donc un portail pour les usagers et un back office pour les instructeurs. Donc, s'agissant d'une démonstration, je vous présente ici une interface qui est dépouillée au sens où tout ce que vous voyez là est géré en administration fonctionnelle par le client. Bien évidemment, on n'a jamais rubrique 1, rubrique 2 sur l'accueil, mais ça va toujours être des rubriques correspondant par exemple à des compétences du type état civil, gestion des déchets, etc. Pour illustrer, la ville de Poitiers, par exemple, propose des démarches qui sont regroupées de cette façon-là, donc état civil, jeunesse, culture, entreprise, mobilier, voilà, en fonction de. Donc ça, c'est entièrement à la main de la collectivité. Pour illustrer également, ces rubriques de démarche peuvent être illustrées par la collectivité de pictogrammes ou bien de photos à sa convenance en fonction de ce qu'elle veut exprimer sur ces différentes rubriques. Là, il s'agit du portail du ministère de la Culture et non pas d'une collectivité. Donc, sur mon portail nu en quelque sorte, je vais me connecter avec un nouvel usager. Donc l'usager, il a la possibilité de se connecter avec son compte France Connect ou bien de se créer un compte. Je vais peut-être, pour aller plus vite en fait, je vais me connecter avec un compte existant. Donc mon usager se reconnecte avec un compte existant là en l'occurrence. Donc par rapport à tout à l'heure quand il n'était pas connecté, il récupère un ensemble de fonctionnalités de gestion du compte qui sont tout à fait classiques, qui lui permettent de gérer son mot de passe, consulter ses dernières connexions, etc. Il récupère également le même affichage de la liste des démarches auxquelles il peut accéder, et puis il va récupérer par contre un certain nombre d'informations sur l'état de ces démarches qui elles sont personnalisées et donc inaccessibles quand l'usager n'est pas connecté, ne s'est pas identifié. Par rapport à l'accès aux différentes démarches, donc on va présenter sur l'accueil un nombre forcément limité de démarches, à moins qu'on veuille forcer l'usager à scroller pendant un quart d'heure si on a beaucoup de démarches. Par contre, au sein de chaque rubrique, s'il y a d'autres démarches à publier, on va, comme c'est le cas par exemple donc au ministère de la Culture, on va proposer les premières démarches et puis ajouter un lien pour renvoyer sur la totalité des démarches de la rubrique, dans laquelle il peut y avoir plus de 3 ou 4 démarches, en tout cas plus qu'il ne serait confortable d'afficher sur l'accueil. Alors, mon usager va donc déposer une démarche. Alors, je vais, pour les besoins de la démonstration, utiliser une démarche tout à fait artificielle, simplement pour montrer en fait que l'outil est assez plastique en quelque sorte pour qu'on fasse assez largement, pour couvrir largement les besoins qu'on va pouvoir avoir en termes de justement création de formulaires. Donc quand mon usager clique sur sa démarche, donc il a un intitulé de démarche qui est bien entendu défini au moment où on construit la démarche. Il va avoir un petit éditorial géré par la collectivité. Il va avoir également, si nécessaire, on va avoir la possibilité de lui mettre à disposition un certain nombre de ressources, donc des PDF des PDF ou autre chose d'ailleurs, qu'il va pouvoir télécharger, typiquement une notice. Et puis éventuellement un bloc aussi d'avertissement sur les engagements que prend l'usager en soumettant sa démarche ou autre. Ce qu'on va également proposer à l'usager, c'est le cas échéant de choisir un bénéficiaire. Alors la notion de bénéficiaire, l'idée c'est de gérer la relation de l'usager avec d'autres personnes, notamment pour que ces personnes au nom desquelles l'usager dépose des démarches puissent également être je vais pas dire gérées, mais puissent également faire l'objet de démarches de la part d'autres personnes. C'est-à-dire que là, j'ai un enfant qui s'appelle par exemple Mathieu Lévi-Strauss. Cet enfant, il a une mère vraisemblablement, et ce que je souhaite, c'est que à la fois
Claude Lévi-Strauss, mais également Madame Lévi-Strauss, puissent faire des démarches pour Mathieu Lévi-Strauss. Donc, on a une logique de création des différents bénéficiaires de démarches de façon à permettre de prendre en compte en fait les relations entre ces différentes personnes. Et si je peux visualiser en fait les différentes relations qu'a l'usager avec des tiers. Donc ici Mathieu et Laurent, mais également on lui a permis également de créer des relations avec des organismes pour déposer des relations pour leur compte. Et depuis le compte de l'usager, je peux consulter la fiche, en l'occurrence de Mathieu, et constater voilà que Mathieu il a deux parents, donc Claude Lévi-Strauss et Caroline Taon. J'ai la possibilité éventuellement d'ajouter une relation, c'est-à-dire d'ajouter, bon là c'est pas très pertinent, il aurait 3 parents, mais quand j'ai créé mon enfant, j'ai la possibilité éventuellement de lui ajouter un deuxième parent, et si ce deuxième parent n'existe pas déjà, un compte lui sera créé. En aucun cas, je n'ai accès donc j'ai créé la fiche de la personne, mais en aucun cas je n'ai accès aux démarches qu'elle va déposer pour son propre compte à elle. Je n'accède qu'aux démarches qui sont déposées pour notre enfant commun en l'occurrence. Alors, si je retourne à ma démarche, donc cette démarche, elle a été publiée, en fait, elle a été poussée sur le portail spécifiquement pour des personnes qui disposent d'un lien avec un enfant. Donc, je dois choisir parmi mes enfants, et si je n'avais pas d'enfant, je ne pourrais pas lancer cette démarche. Donc je lance la démarche pour, par exemple, Mathieu. Alors, je vais peut-être plutôt la lancer pour l'autre parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà pas mal pour Mathieu. Alors, je lance la démarche pour Laurent. Pour montrer un petit peu, là aussi c'est un peu artificiel, mais pour montrer comment fonctionne une démarche. Donc une démarche, c'est une succession d'étapes. À chaque étape, on enregistre, on continue, et quand on enregistre une étape, on crée un brouillon qui est conservé par défaut, qui est conservé pendant 2 mois. Ce qui veut dire que mon usager, il peut récupérer des brouillons de démarches précédentes, les rouvrir. Il va les rouvrir à l'endroit où il en était. Les étapes précédemment renseignées, il n'a pas besoin de les ressaisir, et donc il peut continuer son petit bonhomme de chemin à l'intérieur de la démarche là où il l'a arrêté précédemment. Donc autre élément important, bien évidemment, je peux prévoir d'alimenter les champs de la démarche avec des informations que je reprends dans le compte du bénéficiaire, ici Laurent, donc son nom et son prénom typiquement, mais aussi dans le compte du demandeur, donc la personne qui fait la démarche. Et par exemple, là, j'ai repris l'adresse sur le compte du demandeur parce que s'agissant des enfants, en général, c'est le parent qui a l'adresse. À la sortie d'une démarche, donc dans une démarche, je gère toute une collection en fait de champs possibles, c'est-à-dire que quand je vais construire une démarche, je vais pouvoir avoir des champs civilité comme celui-ci pour déclarer une personne, des champs adresse structurés comme ça avec le pays, le code postal, etc. Des champs liste de valeurs, mais je vais pouvoir aussi avoir des champs email qui vont être contrôlés sur le format pour qu'on soit sûr que l'usager a bien saisi un email, des champs fichiers, des champs numéro sirène, des champs numéro INSEE. Donc j'ai une panoplie finalement de champs prédéfinis que je peux intégrer dans mon formulaire en définissant à chaque fois les paramètres. Ici, la situation, le champ situation, quand j'ai créé le formulaire, j'ai défini que j'aurais 3 situations possibles, cas A, cas B, cas C, bien évidemment. Ces champs sont ces valeurs sont à la main de la personne qui crée le formulaire, le cas échéant, donc au sein de la collectivité. Alors, je peux m'appuyer sur des champs de type liste de valeurs pour orienter l'usager à la sortie d'une étape. C'est-à-dire que là, j'ai indiqué que j'étais dans le cas A. Je peux l'orienter vers une étape qui n'a d'intérêt que s'il est dans la situation A. Si j'étais dans la situation B, donc mon usager est dans le cas B, à ce moment-là, je vais l'orienter vers une étape qui est pertinente s'il est dans la situation B.
cela me permet, par rapport au CERFA papier classique, ça me permet d'éviter le problème des cadres qu'on remplit pas, avec écrit si vous êtes dans telle situation, remplissez le cadre 2, si vous êtes dans telle situation, remplissez le cadre 5, etc. Donc là, on accompagne l'usager pour qu'il n'ait pas à faire ce choix et qu'on l'oriente directement en fonction de sa situation. Donc, on lui propose de déclarer sa couleur préférée. On peut bien évidemment lui ouvrir un champ complémentaire si les circonstances l'exigent finalement. On va lui proposer. Donc là, on est revenu à une étape commune finalement qui va remplir dans tous les cas. Donc, on va lui proposer ici de fournir un fichier. Alors, les fichiers, on va pouvoir contrôler. Donc toujours dans les options des champs, là sur les fichiers, on va pouvoir contrôler la taille, le format, etc. qu'on permet à l'usager de fournir. Et puis, on va pouvoir proposer à l'usager soit d'aller le chercher sur son poste de travail, donc je peux aller chercher un fichier via l'explorateur sur mon poste de travail, soit d'aller le chercher dans son porte-document. Alors le porte-document, c'est en fait un petit espace réservé pour que l'usager y dépose les documents qu'il utilise fréquemment, et en fait ces documents à lui ou ceux de ses bénéficiaires. Donc voilà, pour Mathieu Lévi-Strauss, j'ai une attestation de cantine, pour Laurent Lévi-Strauss, je sais pas quoi, un bail. Donc dans le porte-document de mes bénéficiaires, j'ai des documents dont par exemple la mère de Laurent pourra aussi avoir besoin pour ses démarches, alors que dans mon porte-document à moi, j'ai des documents que je suis seule à pouvoir utiliser. Alors, il faut que je récupère mon brouillon qui était là, voilà. Donc je vais choisir un document depuis le porte-document, donc soit le mien, soit celui de Laurent. On va le prendre là. Et puis je peux éventuellement faire boucler cette étape. Donc parmi les possibilités que j'ai pour gérer, on va dire la construction du formulaire, j'ai la possibilité de poser une question à l'usager pour répéter l'étape si nécessaire. Voilà, on va continuer. On va continuer la démarche. On arrive sur un écran de résumé avec un petit message qu'on peut là aussi adresser à l'usager, et puis le récapitulatif de l'ensemble des éléments qu'il a saisis, de façon à ce qu'il puisse les relire et, le cas échéant, les modifier. Donc, il peut revenir sur n'importe quelle étape, modifier l'élément qui ne convient pas, et puis s'il enregistre, il sera ramené à l'étape de validation. Alors, s'il est satisfait, il peut valider, et on va retrouver cette démarche en back-office. Voilà, la démarche. Voilà, donc il a un petit message qui est là aussi géré en administration fonctionnelle. Il reçoit une notification une confirmation de dépôt, et il accède à un récépissé PDF que voici. Donc il accède à un document qui reprend là aussi l'intégralité des éléments qu'il a fournis, de façon à lui servir de preuve de dépôt si nécessaire. Alors, côté back-office, donc le back-office, j'ai un agent qui s'appelle Jean Agent et qui est connecté sur un service qui est le service 1. Alors là aussi, vous excuserez le caractère très générique de la démonstration. Donc mon agent, il est connecté sur ce service, ça veut dire qu'il va voir les dossiers qui vont être adressés spécifiquement à ce service. Et en fait, lorsqu'on publie une démarche sur le portail, on gère ce qu'on appelle le routage, c'est-à-dire le fait d'adresser la démarche à tel ou tel service de l'organisation en back-office. Donc l'agent agent, il est connecté sur service 1, il va recevoir les demandes du type de celle que j'ai faite. Et si j'avais un pôle chef connecté sur un service 2, lui ne verrait pas ces demandes, il en verrait éventuellement d'autres qui seraient routées vers son service. Alors, Jean Agent, il dispose classiquement dans le paramétrage de base finalement, il dispose d'une banette où il voit les dossiers du service, et puis il va disposer également d'une banette où il verra les dossiers qui lui sont affectés, donc les dossiers qu'il est appelé à traiter personnellement, parce que leur traitement lui est attribué. Donc, il est dans la banette des dossiers du service, on a l'ensemble des demandes qui ont été soumises au service et qui ne sont pas encore
traitées, donc qui ne sont pas encore clôturées, et elles sont présentées par ordre chronologique inverse, donc les dernières au-dessus, et puis les demandes pas encore ouvertes en gras pour faciliter la visibilité. Alors, à quoi accède l'agent sur cette demande? Eh bien, déjà, première chose, il va accéder évidemment au récépissé, donc au document recensant les éléments saisis par l'usager. Il va accéder également aux pièces jointes qu'il va pouvoir visualiser à travers ce petit module de visualisation, et qui va pouvoir, donc les pièces jointes, le récépissé des pièces jointes, ils sont là, hein, il peut les télécharger sur son poste. Il peut éventuellement faire un seul PDF avec tous ces éléments pour l'imprimer en une seule fois, au cas où il serait les mœurs de l'organisation le conduiraient à devoir imprimer. Et puis il peut télécharger une archive avec tous les documents de la démarche. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre dans la démarche? Donc, il a les informations du demandeur. Il va accéder à la fiche du demandeur, le cas échéant. Donc, s'il clique sur Laurent ou s'il clique sur Claude, donc voilà, il a la fiche de Claude, là en l'occurrence, avec les informations qu'on connaît sur lui, et avec également les relations, donc qu'on voyait tout à l'heure côté portail, sa relation avec Alba Management, Centre de danse, je sais plus quoi, Laurent, Mathieu, etc. Toutes ces relations sont ici. On va pouvoir voir quelles sont les demandes qui ont été acheminées au service de la part de cet usager. On va pouvoir voir également eh bien quels sont éventuellement l'historique de ses dernières connexions, des choses comme ça, la possibilité de réinitialiser son mot de passe si l'usager est perdu, et ainsi de suite. Donc cette notion de gestion de la relation citoyen, s'appuyant sur une vision un petit peu générale du citoyen, elle s'appuie notamment sur cette fiche à laquelle sont reliées toutes les demandes déposées par le citoyen en question. Sur la fiche de la démarche, et pour permettre l'instruction de la démarche, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir être gérés. On va pouvoir par exemple prévoir d'ajouter ce qu'on appelle des tâches. Alors une tâche, c'est un petit rappel en quelque sorte, un petit élément qui indique les éléments qu'il convient les actions qu'il convient de mener sur la demande en question. Donc là, sur cette tâche-là, sur ce type de demande, on a prévu certes que le service 1 devait les traiter, on a même prévu que c'était spécifiquement Jean Agent qui devait les traiter, et par contre, on a prévu aussi qu'il y avait un service 2 qui devait vérifier les demandes en question. Donc à un moment ou à un autre, mon service 2, il est destinataire du coup de la demande. Je le vois dans les destinataires internes, hein, il a été également mis en destinataire de la demande. À un moment ou à un autre, il va clôturer la tâche qu'il aura réalisée, et je verrai, moi, depuis le service 1, que cette tâche, elle a été traitée. Donc, ce qui permet de gérer évidemment un certain nombre de coopérations ou de to-do list, finalement, simplement, hein, sur les demandes. Ce qui est important, c'est qu'on a la possibilité d'échanger avec. Alors, on va avoir la possibilité de réorienter la demande dans l'organisation. Là, je me suis connectée avec un agent. En général, ce sont des secrétaires, des assistantes qui assument plutôt cette fonction de reroutage, le cas échéant, ou de rediffusion des démarches. Donc, l'agent n'a pas les boutons correspondants, mais si nécessaire, avec le bon profil, j'ai les boutons pour rediffuser ou retransférer la démarche à l'intérieur de l'organisation. Par contre, mon agent, lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est échanger avec l'usager et lui répondre. Donc, dans un premier temps, par exemple, si je souhaite indiquer à l'usager qu'il me manque une pièce, je vais pouvoir ajouter un commentaire et puis modifier le statut de la demande pour générer donc une notification au demandeur et changer le statut qu'il voit lui de son côté. Moi, de mon côté, je sais, donc par exemple dans les listes, je vois que mon dossier est en attente d'informations complémentaires. Et puis, du côté de mon demandeur, j'ai une nouvelle notification, donc
j'ai reçu un mail, j'ai une nouvelle notification, et sur la demande, je vais accéder aux commentaires du service qui me sollicite en me disant il manque une pièce. Je vais avoir la possibilité de répondre avec un commentaire. Et je vais donc évidemment ajouter un fichier tant qu'à faire. Qu'est-ce que j'avais mis? Je vais mettre le by, hop. Et donc je vais soumettre cette petite démarche complémentaire finalement. Du côté du back-office, mon agent reçoit la pièce complémentaire à l'intérieur du dossier. Et donc il a également la trace des échanges avec l'usager. Donc le commentaire qu'il a mis lui, et puis le commentaire de l'usager indiquant le titre de la pièce qu'il a jointe. Donc j'ai ainsi la possibilité de retrouver finalement, de suivre l'historique de ce qui a été ajouté par l'usager sur la démarche. J'ai également la possibilité, si nécessaire, de dire à mon usager il faut modifier un élément de la démarche. Je vais le faire quand même. Donc je peux lui dire vous êtes trompé. Alors bien sûr on y met les formes autrement, hein, évidemment. À ce moment-là, mon usager, donc il va toujours avoir une nouvelle notification, mais cette fois-ci, il va avoir la possibilité de modifier, c'est-à-dire de réouvrir sa démarche au stade de la validation, de modifier, par exemple, voilà, ça va être madame à la place de monsieur, et puis de revalider, et on va générer en fait, donc côté back-office, le récépissé de la démarche est modifié en conséquence. Donc c'est bien maintenant madame à la place de monsieur. Donc le portail me permet d'échanger avec l'usager pour mettre sa demande en état. Il me permet de lui adresser l'accusé réception de dossier complet finalement, une fois que ce dossier justement est en état. Donc voilà, j'ai un modèle d'accusé réception de dossier complet. Les accusés réception, ils sont gérés au niveau de la collectivité, hein, il n'y a aucune restriction là-dessus. Et à partir de champ de fusion, en fait, il récupère les infos nécessaires dans le dossier pour personnaliser la réponse qui est faite à l'usager. Donc voilà, je peux lui envoyer son accusé réception. Je vais enfin pouvoir lui envoyer une réponse par courrier signée, si nécessaire. Donc j'ai beaucoup de possibilités de réponses disponibles. Donc je vais pouvoir créer un circuit de validation et permettre à ajouter un document d'après un modèle que je gère là aussi au niveau de l'administration fonctionnelle. Donc là, j'ai créé un circuit de validation. J'ai dit c'est la direction A qui doit valider mon courrier. Je vais enregistrer le projet que j'ai créé. Il n'est pas encore soumis à validation et je peux visualiser en fait mon modèle avec les informations fusionnées en quelque sorte, c'est-à-dire avec les informations que j'ai reprises du demandeur. Donc ils sont son nom, son adresse, etc. Je pourrais modifier le document. Comme en général, évidemment, le corps du document, lui, il n'est pas rempli. Donc, je vais pouvoir modifier le corps du document directement sur le serveur. Donc, en l'ouvrant dans Word. Pardon, on y va. De préférence en supprimant les champs de fusion avant, parce que sinon, c'est un petit peu rébarbatif à observer. Voilà, donc j'ai fusionné mon document et puis j'ai décidé que la modification, ça consisterait à passer le nom en jaune. Voilà, j'enregistre mes modifications et les modifications sont bien prises en compte de fait sur le serveur. Je vais ensuite pouvoir soumettre à validation et mon document va parcourir le circuit de validation et être, une fois validé, mis à disposition de l'usager sur le portail. Donc j'ai donc mis mon courrier en validation, je vais le soumettre à validation, ce qui veut dire que moi je ne peux plus agir dessus, et en fait c'est mon chef de service qui va devoir prendre en charge ce courrier. Alors Jean Agence, je crois que c'est Jean Chef qui s'appelle, le chef.
mon chef de service, donc lui, quand il va se connecter, il va avoir, contrairement à Jean tout à l'heure qui n'avait pas de parapheur parce que justement il n'est pas appelé à viser ou à valider les courriers. Donc lui, il va avoir des parapheurs avec les courriers qu'on lui demande de signer. Et donc notamment la réponse à la demande de Laurent Lévi-Strauss. Donc il va pouvoir l'ouvrir, consulter le document, vérifier que ça lui convient, éventuellement la renvoyer à Jean en lui disant ça ne convient pas. Ou bien, s'il est satisfait, je vérifie juste l'identité du signataire suivant, voilà, du signataire final, pardon. Donc, s'il est satisfait, il va le transmettre pour le coup à la direction A, donc qui est le service au-dessus. Quand le dossier se promène en quelque sorte dans le circuit de validation, il est visible dans une liste de projets de courrier en cours de validation, de façon à ce que je sache. Donc, il est passé par chez moi en dernier et c'est un courrier rédigé par donc Jean et il se trouve maintenant au niveau de la direction A. Donc, ceci pour me permettre typiquement de relancer la direction A si jamais je ne vois pas avancer mon projet de courrier. Alors, le directeur de la direction A est la personne qui va finaliser en l'occurrence ce courrier. Donc, comme c'est le directeur, il y a plein de choses qu'il ne fait pas lui-même. Donc, par exemple, il ne fait pas de nouveaux courriers lui-même, ce qui explique qu'il est un ensemble de bannettes plus limité que ses collègues des services. Donc, il retombe sur le courrier qu'on a vu tout à l'heure. Il est en mesure de le valider, d'apposer sa signature. Voilà, donc le courrier est reparti et on va le revoir. Bon, le directeur peut bien entendu le retrouver, mais on va le revoir directement du côté de Jean qui est la personne qui est chargée de le mettre à disposition. Donc on prévoit que y ait une action pour le mettre à disposition de l'usager. On pourrait également prévoir qu'il soit directement mis à disposition de l'usager des signatures sans contrôle. Là, en l'occurrence, on prévoit de repasser par comment dire, par l'usager, par l'auteur finalement pour le renvoyer. Ah, j'avais une image de signature vide, je ne l'ai pas apposée. Tant pis pour la démonstration. Du coup, en tout cas, j'ai récupéré mon courrier signé et je vais pouvoir le marquer comme expédié, c'est-à-dire indiquer qu'il est bon à pousser sur le portail à destination de mon usager. Donc, côté usager, j'ai à nouveau une notification sur le portail, j'ai à nouveau une notification mail, bien évidemment, et voilà, j'ai mon courrier qui est mis à disposition de l'usager et ma demande qui est passée au statut traité, puisque le circuit a été mené à terme. Donc, dans les demandes de l'usager, dans les demandes en cours, cette demande ne figure plus, elle est passée à traiter. Et elle est en quelque sorte archivée. Voilà pour le tour d'horizon finalement du cycle de vie de la demande au niveau, depuis l'usager, en passant par les services et jusqu'à la réponse à l'usager.